Michael Prazan, bonjour. Bonjour. C'est un plaisir de vous retrouver en cette rentrée pour présenter votre tout nouveau roman intitulé Souvenirs du rivage des morts. Vous nous emmenez dans une époque et dans des lieux que l'on connaît mal, en tout cas sous le prisme dans lequel vous nous les présentez. Nous partons à la rencontre d'un personnage qui s'appelle Yasukazu Senso. Yasukazu Senso, qui dans les années 60 décide, à l'encontre de la volonté de son père, de faire des études à l'université. Sauf que ça ne va pas du tout se passer comme prévu. Les années 60, c'est aussi le moment où se passe la grande grève générale à l'université. Il va se retrouver embarqué avec l'armée rouge japonaise dans un milieu assez sectaire, c'est peu de le dire, et sa vie va être totalement transformée. Alors une fois qu'on a dit ça, il faut dire aussi que le texte se passe en deux temps. Nous voici à Bangkok, en vacances, avec un certain monsieur Mizuko, veuf. Mizuno, avec un certain monsieur Mizuno, bien évidemment. Monsieur Mizuno qui passe des vacances avec ses petits-enfants, avec sa belle-fille, et qui semble hanté par un passé que vous allez développer évidemment au fur et à mesure du récit. Alors première question, Michael Prazan, qui est Yasukazu Senso ? C'est un personnage assez banal qui naît dans l'immédiate après-guerre, donc c'est un baby-boomer d'un milieu très modeste, enfin très classique au Japon, un père salariman, mais qui a fait la guerre. On ne sait pas trop d'ailleurs ce qu'il y a fait, on peut imaginer qu'il s'est retrouvé à Nankin, où il y a eu des massacres de civils considérables, dans une période très troublée qui était celle de la colonisation japonaise. Donc il grandit dans ce milieu-là, un milieu modeste, empreint de nationalisme sans doute, et qui a envie de s'échapper de ce milieu et de faire des études universitaires. Il va rejoindre l'université Nichidai, qui est vraiment une université fabriquée pour produire des petites classes moyennes, des salariman, et il arrive à un moment où effectivement le Japon s'embrase, mais comme en France en 68, on est en 68, il y a eu un très grand mouvement, beaucoup plus violent et militarisé d'une certaine manière que le mouvement étudiant de mai 68 en France. Il va se retrouver pris dans cet engrenage avec la volonté évidemment de faire la révolution, et puis ensuite une révolution mondiale socialiste, communiste, et de fil en aiguille, il va effectivement se trouver embarqué dans la construction de ce groupe radical qui va devenir un groupe terroriste, qui va d'ailleurs avoir plusieurs noms, d'abord l'armée rouge, et puis la fraction armée rouge, puis l'armée rouge unifiée, et puis enfin l'armée rouge japonaise à partir du moment où ces leaders qui ont été décimés par des purges invraisemblables va se retrouver au Liban au sein des groupes palestiniens du FPLP et va commencer à faire des attentats un peu partout dans le monde. Le premier d'entre eux, qui est le plus saisissant, c'est celui à l'arme automatique perpétré par 3 Japonais pour le compte du FPLP et de l'armée rouge dans l'aéroport de Lod à Tel Aviv. Et puis voilà, on va suivre les pérégrinations dans les souvenirs de ce personnage qui est effectivement hanté par son passé et qui a eu le malheur, c'est ça qui va déclencher au fond le récit de ses souvenirs, de rencontrer un Allemand tout à fait par hasard dans les couloirs de l'hôtel, Allemand qu'il a connu lors de son militantisme au sein du FPLP, et puis l'histoire se termine et se poursuit à Paris avec 2 attentats, dont un qu'on a un peu oublié, qui est la prise d'otage de l'ambassade de France à La Haye, et un qu'on n'a pas oublié, qui est celui où Carlos, Ilich Ramirez Sanchez dit Carlos, va lancer une grenade dans le drugstore du boulevard Saint-Germain. On est en 1974. Alors, Yasukazu rêve de révolution quand il est étudiant. C'est une révolution, vous l'avez évoqué, qui a un coût humain énorme et qui est d'une violence, mais totalement singulière, parce que là, ça ne s'agit pas juste de tuer des gens, c'est la manière, et c'est aussi le conditionnement auquel il est soumis, lui et ses camarades. Vous parliez de purge tout à l'heure, c'est-à-dire que quand on tue, mais on annihile en fait l'autre, c'est bien ça ? Oui, il y a toute une radicalité extrême qui va s'exprimer au sein de ces groupes, et notamment le premier, celui où on est encore au Japon, qui s'appelle l'Armée rouge unifiée, qui est en fait la réunion de 2 organisations très radicales qui a le fantasme de faire une révolution sur le sol japonais et qui pour ça se retranche dans les montagnes de Nagano avec des gens qui ont une petite vingtaine d'années pour faire des entraînements militaires, et ces entraînements vont dériver, notamment à cause de l'autoritarisme délirant de ces dirigeants, dans des purges abominables et des meurtres collectifs.
qui vont s'enchaîner quasiment jour après jour et précédant leur arrestation. Ce sont de jeunes gens, même l'amour est un problème. On n'a pas le droit de s'aimer, en tout cas on n'a pas le droit de le montrer. Ça en dit long aussi sur les méfaits des dérives des idéologies sur une jeunesse qui est à l'âge où elle est censée s'aimer, vivre, rêver, et en fait tout bascule dans du nihilisme en réalité. Oui, effectivement, on perd pied totalement, mais ce sont des gens qui sont extrêmement radicaux, comme je l'ai dit, mais extrêmement aussi convaincus par la mission qu'ils ont sur Terre, et cette mission est totalement guidée par l'idéologie. Ce sont des gens qui sont écrasés par l'idéologie, et dans cet écrasement, la vie humaine, finalement, importe peu ou importe moins. Seule la cause doit justifier les actes et les moyens. Et donc, on est quand même dans cet univers, oui, où les individus, ces jeunes gens, qui veulent bien faire, animés par un idéal, vont se retrouver écrasés, décimés, torturés et massacrés. Il y a une scène assez touchante où le petit-fils de monsieur Mizuno lui dit mais qu'est-ce que c'est qu'un terroriste? Et en gros, il demande si c'est mal, et quand le grand-père essaie de lui expliquer qu'on n'est pas forcément méchant quand on est terroriste, il lui dit moi j'ai compris, c'est comme quand maman veut pas qu'on fasse des bêtises mais qu'on en fait quand même. C'est-à-dire que ça résume assez bien finalement aussi l'état d'esprit de cet homme qui, au crépuscule de sa vie, fait un bilan sur ce qu'il a fait, quelque part à son corps défendant. Oui, c'est tout le paradoxe de ce personnage qui, il faut le dire, a changé d'identité, sa famille l'ignore, il a dû fuir pour des raisons qui sont expliquées dans le roman. Le ou les groupes pour lesquels il était devenu un opérationnel, il veut retrouver une vie normale et il essaie désespérément. Il va, en rentrant au Japon avec une nouvelle identité, se marier, avoir un enfant, vivre une vie normale, être un bon grand-père. Et en même temps, ce qu'il a vécu est un traumatisme qui remonte à la surface à ce moment-là. Et le paradoxe de ce personnage, c'est qu'il a tout à fait conscience d'avoir commis des choses irréparables, et en même temps, il ne peut pas revenir sur ce qu'il est, sur cette idéologie qui a façonné ses engagements, sa vie, sa manière de voir le monde. Donc il est plein de paradoxes et il y a un conflit en lui, même si il avait refoulé quand même cette réflexion qui remonte à la surface à ce moment-là, donc dans cette période du souvenir, c'est-à-dire la période actuelle où il est en vacances avec sa famille à Bangkok. Il y a une sorte de litanie qui revient tout le temps, de prénoms, qui l'égrène, j'allais dire, dans sa tête. Ce sont ses fantômes, ce sont ses morts, c'est bien ça? Oui, donc il a été traumatisé par ce qu'il a vu et ce à quoi il a dû participer, c'est-à-dire ces meurtres collectifs de 1972 dans les montagnes de Nagano. Il y a eu des dizaines de victimes dans des conditions atroces, et il était présent, et effectivement, ça devient une sorte de mantra pour lui à partir du moment où le souvenir ressurgit et qu'il est insupportable, il récite le nom des victimes dont il se sent et dont il est comptable aussi. Alors, c'est un contexte particulier, vous l'avez évoqué, hein, ce contexte historique. Moi, j'ai découvert, à travers cette lecture, que des Japonais s'étaient engagés dans des luttes sur lesquelles on ne les aurait pas imaginées. Le voilà au Liban, prenant fait et cause pour la cause palestinienne. On connaît assez mal ce pan de l'histoire. Oui, c'est vrai que nous avons la mémoire courte et souvent l'histoire se recouvre, on ne sait pas comment ni pourquoi, et s'efface au fur et à mesure du temps qui passe. Donc moi j'ai voulu remettre au goût du jour, ressortir cette histoire qui est à la fois invraisemblable, presque inimaginable, et en même temps qui dit aussi quelque chose sur notre époque, notamment avec la résurgence d'un nouveau terrorisme qui n'est pas le sien, mais qu'il essaye aussi de comprendre et auquel il essaye par moments de s'identifier. Donc c'est une époque qui pourtant avait eu un impact dans les années 60, même lors du mouvement de mai 68, il y avait le Zenkyoto, les Zengakuren étaient une référence de lutte, de manifestation, de protestation contre l'État. Donc tout ça avait eu un impact à l'époque, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, ce sont des événements qui, à l'époque, n'avaient certainement pas été déchiffrés parce qu'ils étaient trop proches, incompréhensibles. Aujourd'hui, avec le recul et avec le travail, évidemment, d'enquête, de recherche que j'ai effectué là-dessus pendant
des années, j'ai pu reconstituer pas à pas ce qui s'était produit. Alors, il y a aussi la question de l'impact sur la famille. Il y a un très beau personnage qui est Hiromi, la belle-fille de Monsieur Mizuno, qui va être elle aussi un élément déclencheur dans ce retour sur le passé. Et on a le sentiment que la résilience, on peut la tenter, mais elle n'est pas forcément évidente à partir du moment où il y a aussi une filiation, une hérédité. Oui, il y a donc au milieu de tout de ce texte, de ces histoires enchâssées, la relation qu'il a avec sa belle-fille qui pour moi est un personnage très intéressant parce qu'à la fois elle représente le Japon traditionnel d'une certaine manière, la famille traditionnelle, et en même temps c'est quelqu'un de très moderne. Et donc il y a un contraste aussi entre des époques. J'ai voulu faire vivre ce contraste entre les années 70, disons, et celle d'aujourd'hui, avec d'ailleurs un symbole qui est la cigarette. À l'époque, on fume tous, c'est un peu l'époque Mad Men, si vous voulez. Et là, on est dans une époque beaucoup plus polissée, tout le monde a arrêté de fumer. Donc il y a aussi cette différence à travers le symbole de la cigarette, mais c'est pas le seul, mais de génération et de confrontation de ces générations, de cette nouvelle génération. Hiromi, c'est quelqu'un qui a mon âge et qui ne comprend pas ce qui s'est passé et qui ne comprend pas comment ça a pu se passer, puisque c'est la seule qui parvient finalement à éventer son secret au cours du séjour qu'ils passent ensemble à Bangkok. Et puis, il me semble que la grosse différence aussi entre cette époque moderne, contemporaine et celle de Yasukazu, c'est la question de l'idéologie. C'est-à-dire qu'on est dans une génération qui n'est pas dans l'idéologie. Le fils de Monsieur Mizuno a pris une trajectoire totalement différente de celle de son père. Le contraste est aussi là, c'est que dans les années de jeunesse de mon personnage, on est dans un Japon qui est extrêmement politisé. Et aujourd'hui, le Japon actuel, le Japon des jeunes gens, ou des quadras ou quinquas, ont été élevés dans un Japon totalement dépolitisé, au point que ce sont, d'ailleurs c'est dit dans le livre, ils n'ont jamais voté. Donc la politique ne fait plus partie de l'horizon et de l'imaginaire de cette génération au Japon. Il y a un autre personnage sur lequel j'aimerais qu'on s'arrête, qui est le personnage de la prostituée. Une prostituée qui va prêter une oreille attentive à Monsieur Mizuno. Pourquoi est-ce qu'il lui parle avec autant de facilité à cette femme? C'est sa confidente, il faut bien comprendre que c'est quelqu'un qui n'a pas pu parler depuis 40 ans, malgré tous ses traumatismes. Il ne pouvait pas parler à sa famille, il ne pouvait pas parler à toute autre personne de peur de se faire retrouver par ses camarades qui le traquent. Et donc il trouve ici le moyen d'une certaine manière de soulager sa conscience à peu de frais, puisqu'il sait très bien que c'est quelqu'un qui n'a aucun lien avec lui, qui ne parlera pas, et il l'utilise un peu comme un confessionnal, même s'il y a un véritable échange quand même entre eux. Et donc voilà, c'est aussi une manière pour lui de pouvoir parler de ce qu'il n'a jamais pu dire avant. Monsieur Mizuno, c'est aussi peut-être la fin d'une époque. Il symbolise aussi la fin d'une époque. C'est totalement la fin d'une époque. C'est le constat que font les deux personnages à la fin du roman, c'est-à-dire l'Allemand et Yasukazu Sanso. Voilà, ils sont dépassés par cette époque qu'ils ne comprennent plus, et ils ont bien conscience que les nouvelles générations ne les comprennent pas non plus. Donc on est effectivement au bord d'un précipice, d'un changement de siècle et de paradigme dont ils ont confusément conscience, mais ils ne peuvent pas s'arrêter d'être ce qu'ils ont été et ce qui les a façonnés. Je pense que la meilleure chose reste encore de lire ce livre, Michael Prazan, Souvenir du rivage des morts, pour aller à la découverte à la fois d'un personnage émouvant, troublant, ambivalent aussi, mais comme on l'est tous peut-être, et découvrir aussi, redécouvrir une époque qui nous a peut-être échappé et qu'il faudrait rattraper pour comprendre aussi à travers la lunette de cette grande histoire, peut-être le monde d'aujourd'hui. Merci infiniment Michael Prazan d'avoir présenté votre nouveau roman. Merci à vous.